Donc je suis historien et aussi archiviste, j'ai la double casquette. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été amené à découvrir le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous m'excuserez, je suis un peu ému quand même de présenter ce sujet aujourd'hui en Algérie. Ça fait 5 ans que je travaille dessus, c'est un sujet très sensible en France. Et voilà, si parfois je suis un peu hésitant, c'est plus l'émotion et le plaisir d'avoir à partager ce travail avec vous. Voilà, et je m'en excuse par avance. La guerre des grottes. Déjà, qu'est-ce que c'est? J'ai essayé de m'interroger d'où pouvait venir cette violence spécifique, donc on en a parlé, qui est présente dès le début de la conquête française de l'Algérie, par les enfumades. Et cette violence se perpétue, comme il a été dit pendant la guerre de libération nationale, sous une autre forme. C'est-à-dire avec l'utilisation, cette fois-ci, de ce qu'on appelait à l'époque dans la nomenclature française des armes spéciales, donc des armes chimiques, mais cette fois-ci sans en faire la publicité, comme ça a pu être le cas au XIXe siècle, avec les débats qui sont nés de cette utilisation des enfumades, mais cette fois-ci dans le plus grand secret. Donc je pense que l'utilisation des armes chimiques pendant la guerre d'Algérie est en tout cas en France un des derniers grands tabous à explorer. Et déjà, d'emblée, je dirais que ce tabou-là ne pourra être levé que par une collaboration entre les historiens français et les historiens algériens. Ce sera le seul moyen de pouvoir faire la lumière totale sur ces événements. Donc ces violences spécifiques, cette utilisation d'armes chimiques, est aussi un impensé, d'une certaine manière, des violences coloniales. Car c'est une violence coloniale spécifique, qui renvoie à un imaginaire, qui renvoie à une perception de l'autre, de celui qui est colonisé, qui est aussi très spécifique. Comment a-t-on pu utiliser en 1956, à partir de 1956, en France, des armes chimiques contre des populations? Il y avait déjà des traités. En 1925, le protocole de Genève, après la Grande Guerre, venait essayer d'organiser un petit peu tout cela et d'interdire, en tout cas, l'usage des armes chimiques mortelles. Et ce qu'il faut bien voir et comprendre, c'est que ce protocole de Genève avait été au départ pensé pour s'appliquer entre des nations signataires. Et à l'époque, les mouvements de décolonisation, comme ceux qui naissent en Algérie, ne sont pas reconnus comme des États. Et d'ailleurs, c'est toute une lutte qui va se dérouler pendant la guerre d'indépendance pour faire reconnaître aussi ce statut. Et donc, du coup, ces combattants-là échappent au protocole de Genève. Donc, la France, partant de ce principe-là, et la France n'a pas été seule. Il y a eu la guerre du Rif, l'Espagne aussi. Il y a eu par la suite la conquête de l'Éthiopie, l'Italie. Tous ces pays ont suivi ce principe-là. Il y a des armes qu'on ne peut pas utiliser entre nations dites européennes, mais que l'on peut se permettre d'utiliser dans les colonies. Donc c'est déjà cette première racine qui permet, je dirais, cette utilisation. La deuxième, concernant les produits qui sont utilisés dans ces opérations de grotte, dont maintenant on a un aperçu, même si on n'a pas tout découvert, parce que toutes les archives en France ne sont pas ouvertes, et font l'objet d'une bataille. Et même font l'objet de pression. J'ai eu des pressions avant de venir vous parler. C'est pour ça que je m'enregistre, pour pouvoir après diffuser sur Internet. Comme ça, ceux qui veulent entendre pourront entendre, avec plaisir. Les gaz utilisés étaient du diphénylamminochloroarsine, du gaz DM, du gaz qui avait un pouvoir vésicant et aussi un irritant puissant. Pourquoi ces gaz étaient utilisés lors de ces opérations? Parce qu'ils présentaient, entre guillemets, deux avantages. Le premier avantage était qu'ils étaient puissants, et lorsqu'ils étaient délivrés dans des cavités ou dans des caches, le pouvoir de nuisance sur les combattants qui étaient cachés était immédiat. Ou les combattants ou les populations. Nous verrons aussi qu'il n'y a pas eu que des combattants. Le deuxième avantage, c'était que ces gaz se déposaient par la suite sur les parois et rendaient inhabitable la cache, la grotte, pendant un temps qui était
qui pouvaient varier de quelques semaines à plusieurs mois en fonction en fait des caractéristiques même d'humidité de la grotte. Donc voilà, dans un premier temps, comment cela a été possible. Alors, ça c'est un cours que je fais à mes étudiants pour leur présenter cette question, donc je passerai sur des aspects vite puisque nous sommes sur un temps contraint. Donc, qui étaient ces sections de grottes? Dans quel contexte est-ce qu'elles ont été créées? Il y a d'abord un double contexte. Le premier contexte, c'est celui de l'année 1956. En 1956, le ministre des Armées, Bourgès Manoru, suite à la demande de la 10e région militaire d'Algérie de fournir tout l'appui nécessaire pour pouvoir mener les opérations militaires, demande que soit expérimenté, durant l'année 1956, un certain nombre de procédés liés à l'utilisation des armes spéciales pour prendre un avantage sur une insurrection que l'on sentait monter en puissance. Et donc, le pari qui est fait par le commandement français, mais à la demande de la 4e République, et il faut aussi avoir bien conscience de cette articulation entre le politique et le militaire. L'armée n'est pas seule à décider. C'est le gouvernement qui lui demande d'étudier l'utilisation des moyens spéciaux et donc des armes chimiques. Et ça débute sous la 4e République. Un certain nombre de tests, un certain nombre de questions sont posées. Comment neutraliser des poteaux électriques pour pas qu'ils ne soient sabotés, entre autres. Comment incendier des récoltes en lâchant des plaquettes incendiaires par des avions. Comment neutraliser les grottes pour qu'elles ne soient pas utilisées par les maquisards dans le maquis. Toutes ces questions-là sont étudiées et vont aboutir, au 1er décembre 1956, à la création d'une première unité. La batterie armes spéciales du 411e régiment d'artillerie antiaérienne, qui était basée à Fort-l'Empereur, à Alger, pour cette grande unité, et la batterie armes spéciales était à Sidi-Ferruche. Et dans les premiers temps, jusqu'en 1959, cette unité va être la seule à intervenir partout en Algérie, à chaque fois que des unités françaises vont être en prise à des unités de l'ALN, cachées dans des grottes ou dans des réduits souterrains, dans des casemates, etc. Et durant ces premières années, cette unité, cette batterie armes spéciale, va tester des gaz, va tester des procédures, va tester aussi des matériels pour améliorer, entre guillemets, la technique du gazage. Alors au départ, je dis bien, le souhait des militaires français n'était pas forcément de tuer les occupants de la grotte. L'objectif au départ, c'était de les faire sortir pour pouvoir les récupérer et ensuite pouvoir les confier au DOP pour obtenir du renseignement. Et ensuite aller chercher à l'intérieur de ces cavités tous les documents, les renseignements qui permettaient ensuite d'essayer de trouver les organigrammes des associations, des structures de l'ALN et du FNL. Mais rapidement, les militaires se sont rendus compte qu'en milieu clos, ces gaz étaient mortels. Ce qui d'ailleurs n'a pas suscité plus de protestations, en tout cas chez les militaires que j'ai rencontrés. Et ils ont continué à les utiliser. Globalement, dans ces opérations, on peut dire qu'il y avait un schéma qui était à peu près identique et qui revenait régulièrement. C'est-à-dire qu'une opération de l'armée française était lancée dans un secteur, l'ALN se réfugiait dans les grottes, certaines grottes étaient trouvées, souvent sur du renseignement ou sur une dénonciation, et là s'opérait un bouclage, donc on essayait d'empêcher toute sortie des éléments de l'ALN et on appelait les sections grottes pour intervenir. Et ces sections grottes venaient sur le site, lancer une reconnaissance de grotte, et dès qu'il était sûr qu'il y avait des éléments de l'ALN dans ces grottes, les gaz étaient utilisés, dans la plupart des cas. Donc là, vous voyez quelques images de Sidi-Ferruche, de la batterie armes spéciale. Tous ces documents sont des documents qui ont été collectés auprès de militaires français.
Une autre caractéristique de cette unité-là, c'était qu'elle était composée pas seulement d'engagés. Ce n'était pas que des militaires professionnels. Il y avait énormément d'appelés du contingent dans ces unités. Et ces appels du contingent venaient en majorité de la 7e région militaire en France, c'est-à-dire le secteur de Bourges, le secteur de Dijon, Besançon, finalement l'endroit où j'habite actuellement. Et ces appelés-là faisaient une formation à l'école des armes spéciales à Bourges avant d'être envoyés spécifiquement au sein de la batterie armes spéciales en Algérie pour faire ce travail-là particulièrement. Sur cette photo, qui est très rare et qui m'a été confiée par un ancien appelé du contingent, celui que vous voyez, alors il me dit, sur la photo vous me trouverez, c'est moi qui fais la gueule. Cet appelé du contingent qui est toujours vivant et avec lequel j'entretiens une correspondance uniquement par courrier, fait encore des cauchemars depuis son retour d'Algérie sur ce qu'on l'a obligé à faire. Et il m'a confié ce cliché parce que ce que vous voyez là, cette petite boîte bleue qui est tenue par le militaire français, c'est ce qu'on appelle une chandelle de 5 kg de gaz CN2D, qui était le gaz utilisé, l'ADN qui était utilisé pour infecter ces grottes. Donc c'est une photo de la batterie armes spéciale, bien évidemment. Alors avant la création de la batterie armes spéciale, l'armée française n'était pas restée inactive face aux grottes. Entre 1954 et 1956, et ça on peut le documenter grâce aux clichés détenus par l'établissement cinématographique des armées à Paris et disponibles sur le site internet, l'armée française avait réactualisé les enfumades, c'est-à-dire utiliser ce qu'elle trouvait pour essayer d'enfumer les entrées des grottes et les entrées des cavités. Et ce n'était pas assez efficace, et c'est pour cela qu'a été demandé à l'état-major des armes spéciales de pouvoir fournir une solution avec l'apport de produits chimiques. Par la suite, la batterie armes spéciales a cherché à améliorer les procédés de diffusion des gaz. Parce qu'en fonction de la taille, de la profondeur et de la complexité des grottes, il fallait être en mesure de pouvoir envoyer et de diffuser le gaz de plus en plus rapidement et profondément dans les cavités. Et là, ce que vous voyez là, c'est un compresseur de fumée. La chandelle à gaz était mise dans le grand pot que vous voyez là au centre, et le compresseur envoyait la fumée à haute vitesse et à haute concentration dans un tube d'abord souple, puis ensuite métallique, parce qu'on pouvait moins facilement le boucher, et ce tube-là était introduit dans les grottes pour accélérer la diffusion des gaz. Les procédés d'action. À partir de 1959, et là nous basculons cette fois-ci, après mai 1958, nous basculons sur la Ve République. Nous basculons cette fois-ci sous le régime du général de Gaulle. En 1959, plutôt que d'interdire ces pratiques ou de les limiter, la Ve République va les intensifier et va les développer encore plus. C'est-à-dire qu'en parallèle de cette batterie armes spéciale du 411e régiment d'artillerie antiaérienne, vont se développer une vingtaine de sections de grottes rattachées aux compagnies de zone du génie qui vont être formées rapidement par la batterie armes spéciale pour utiliser ces gaz et pour intensifier et développer ces opérations dans le cadre du plan Chal, ces grandes opérations militaires françaises qui balayent l'Algérie à partir de 1958 et 1959. Donc, le nombre d'opérations, qui au départ étaient importantes, mais limitées à une unité, vont déjà être multipliées par 20. Ce que j'ai découvert aussi dans les dernières archives, c'est que certaines sections de grottes ont aussi été formées dans d'autres unités. Et pour celles-là, pour l'instant, faute d'archives, on n'a pas le nombre exact d'unités. Donc là encore, on peut imaginer un nombre d'opérations globales exponentielles. Quels sont les enjeux? Tout à l'heure, nous parlions des portées disparues. Lors de ces opérations, la plupart du temps, les corps des maquisards étaient laissés au fond des grottes, après que souvent les documents aient été récupérés.
Lorsque c'était possible, l'entrée des grottes était dynamitée pour les refermer. Ce qu'il reste dans les archives, ce sont des coordonnées géographiques que l'on peut exploiter si on retrouve un certain type de carte militaire de cette époque-là. Et il est possible, et il serait possible, d'aboutir à une cartographie de ces opérations. Mais il ne sera possible de le faire qu'en travaillant entre historiens français et algériens. Sur les portées disparues, j'y reviens parce que vous avez vu ce nombre d'unités exponentielles, on est parti d'une, ensuite on est passé à 21, et ensuite à un nombre peut-être supérieur pour l'instant qu'il faudrait confirmer avec les archives. Pour vous donner une idée du bilan humain, sur une section de grotte que j'ai pu documenter avec des documents précis, des témoignages d'anciens combattants, la 75e compagnie de génie aéroportée, entre 1959 et 1961, c'est à peu près 200 tués algériens, laissés la plupart du temps au fond des grottes, pour plus d'une centaine d'opérations. Donc, on peut imaginer le volume global d'opérations qui sont concernées, enfin qui concernent l'ensemble de ces sections de grottes, et potentiellement le nombre de portées disparues, de personnes qui sont volatilisées au Djebel, comme on a pu dire, et qui sont encore dans ces grottes-là. Donc il y a un enjeu extrêmement important. Extrêmement important. Donc vous voyez sur cette photo la soufflerie dont je vous ai parlé en action. Et pourquoi les militaires français portaient cette combinaison butyle? C'est parce que le gaz CN2D était très corrosif pour la peau et très corrosif pour les muqueuses. Et c'est ce qui entraînait souvent la mort si les personnes étaient exposées trop longtemps. On a parlé aussi ce matin de l'utilisation des chiens dans ces opérations de grotte. Les chiens étaient utilisés en lien avec la batterie armes spéciale du 411e régiment d'artillerie antiaérienne. Et effectivement, ils étaient utilisés souvent pour détecter la présence humaine à l'intérieur de ces grottes, donner l'alerte, et après, les gaz étaient souvent utilisés. Comme je vous l'ai dit, il y a eu d'autres unités composées d'appelés. Vous voyez, par exemple, ça c'est une photo que j'ai trouvée sur le site internet de l'ECPAD. Alors, cette recherche est-elle impossible? Non, cette recherche n'est pas impossible. Il y a des archives qui sont ouvertes en France, d'autres archives qui sont interdites. Il y a les témoignages d'anciens combattants. J'ai récupéré, chez des anciens combattants, des photos qu'ils avaient récupérées sur les corps des Algériens au fond des grottes. Il y a donc tout un tas de documents au sein des archives privées qui peuvent être utilisés pour l'identification des personnes portées disparues. Il y a donc en France à lancer, déjà, je le souhaite, une campagne d'ouverture massive des archives et complète des archives sur cette question, et ensuite une grande campagne de collecte auprès des anciens combattants pour recueillir leurs témoignages et leurs archives privées. Mais s'arrêter à la France, ce n'est pas suffisant. Car la vérité se situe aussi en Algérie, se situe dans la mémoire de ceux qui ont vécu ces opérations-là, ou qui en ont eu connaissance. Et je sortirai quelques instants, mais je vous montrerai tout à l'heure. Donc il y a ce travail à entreprendre. Et ce travail-là peut aboutir à la constitution de bases de données liées à un système cartographique qui nous permette de géolocaliser ces opérations à 100 mètres près. Les coordonnées qui sont contenues dans les archives, les coordonnées de chasse, permettent de localiser avec une précision de 100 mètres sur l'écart de 50 millièmes les sites de ces opérations. Donc, en retrouvant ces cartes et en exploitant cela avec les archives qui sont déjà ouvertes, on peut déjà identifier des sites. Et ensuite, donner ces informations, communiquer ces informations aux historiens algériens qui travaillent sur ces questions-là, qui eux vont aussi pouvoir faire remonter des témoignages, qui eux aussi connaissent des documents disponibles, connaissent des personnes. Et c'est en recoupant toutes ces informations que l'on arrivera véritablement à faire la vérité sur ce qui s'est passé sur ces grottes. Alors en France, certains anciens combattants ont parlé, certains ont écrit des livres.
mais ils n'ont pas réellement été écoutés. Mais pour autant, ce sont eux qui ont lancé ce sujet-là. Ce sont grâce aux anciens combattants français, dont certains aussi ont été intoxiqués par les gaz qu'ils ont utilisés, ne sachant pas réellement ce que c'était, en tout cas pour les unités du génie. Certains se sont intoxiqués eux-mêmes avec les gaz qu'ils utilisaient. Et ce sont ces anciens combattants en France qui ont commencé, en tout cas, à briser le tabou et à briser le silence. Je terminerai par cette réflexion que m'avait fait Jean Vidalin, qui a été un appelé du contingent, à qui on a forcé à faire cette guerre-là. Et qui me disait, lors de la fin de notre entretien, vous savez, en 1995, j'ai été obligé d'arrêter de travailler, parce que tous les flashs de ce que j'avais vu et de ce que j'avais fait en Algérie me revenaient. Et j'arrivais plus à me concentrer, j'arrivais plus à être dans mon travail. Et il m'a dit aussi, ce qui a été le drame de ma vie, c'est que mon épouse voulait des enfants à mon retour d'Algérie, et moi je n'en ai jamais voulu. Parce que j'avais peur que mes enfants, comme moi, soient envoyés mener une guerre injuste. Et donc je ne voulais pas mettre au monde des enfants pour cela. Donc, vous voyez, ce traumatisme est présent, et je pense qu'on arrivera au bout de cette histoire en unissant nos forces et, comme historien, en utilisant finalement ce qui est notre force, c'est-à-dire la méthode historique, le croisement des sources et le travail collaboratif. Voilà, je vous remercie. Le 13 septembre 2018, le président de la République Emmanuel Macron se rendait chez Joseph Poulain pour une déclaration historique. La reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans le système qui avait conduit son mari Maurice à la mort à Alger en 1957. On était étudiants ensemble à la fac des sciences d'Alger. Et c'est là que nous sommes rencontrés. Au cours de Marthe, dès qu'il a eu son poste d'assistant, on a pu se marier, et donc on s'est mariés à ce moment-là. Nous étions des Européennes, mais nous étions évidemment du côté de ceux qui luttaient pour l'indépendance de l'Algérie. L'arrestation, c'était donc le 11 juin 1957. Nous venions de nous coucher, il devait être 11 h du soir, quand on a entendu tambouriner à la porte. C'était les parachutistes qui arrivaient en nombre. Ils étaient très nombreux. Et ils ont emmené mon mari. Membre du Parti communiste algérien et militant anticolonialiste, Maurice Audin avait été arrêté, torturé et tué par les parachutistes chargés du maintien de l'ordre en Algérie, en vertu des pouvoirs spéciaux promulgués par le gouvernement en 1956, qui donnait tout pouvoir aux militaires. Le comité Maurice Audin a été fondé pendant l'automne 1957 pour faire la lumière sur la disparition de Maurice Audin, qui était censé s'être évadé du jeep qui le transportait d'un lieu de détention à l'autre. On a vite compris que c'était l'histoire un peu de rendement. Le rôle du Audin était publié, outre des textes saisis, bien sûr, des articles d'information et aussi de protester contre la torture. Il y avait eu un mouvement d'opinion publique créé dans une large mesure par Vidal Naquet, mais relayé par un certain nombre d'intellectuels de prestige, notamment les secrétaires du comité Audin, Crouzet, Padigel, qui est un cinéaste, le découvreur du virus du sida, Montagnier, le tout sous la direction de Laurent Schwartz. Mon mari devait soutenir sa thèse. Sa thèse était pratiquement finie quand il a été arrêté. Quand Laurent Schwartz a été au courant de ce qui s'était passé avec les autres enseignants de la faculté des sciences de Paris,
ils ont voulu faire quelque chose. Et René de Possel, qui était le directeur de la thèse de mon mari, leur a suggéré l'idée que la soutenance ait lieu en l'absence de mon mari, in absentia, comme on dit. Et elle a eu lieu effectivement le 2 décembre 1977 à la Sorbonne. C'est une manifestation qui a eu quand même un certain impact. Il y avait Mauriac, enfin bon, plein de personnages importants, et voilà. Cette organisation de la soutenance in absentia de la thèse d'Audin a eu un rôle considérable, et le comité Audin a été le lieu, le point de départ de la lutte contre la torture en Algérie. Dans l'histoire de mon père, si je vois bien, la chose principale qui a touché mais profondément les mathématiciens, c'était la soutenance des thèses in absentia du 2 décembre 1957. J'ai énormément de collègues qui ont assisté à ça, donc des collègues plus âgés qui ont assisté à ça et qui m'en ont parlé après avec beaucoup d'émotion. Donc là, je pense qu'il n'y avait pas que des mathématiciens dans la salle, il y a Schwartz, mais il y a aussi des scientifiques d'autres disciplines, comme Montagnier, puis David Almaquet, qui est un historien, et puis bon voilà, donc ce n'est pas que l'histoire des mathématiciens. Il suffit de se pencher un peu sur l'histoire pour se rendre compte que, par exemple, l'histoire de l'évasion, c'est n'importe quoi. Un mathématicien, c'est pas quelqu'un qui pose des bombes, tire dans le tas, etc. C'est quelqu'un qui discute avec les gens, qui essaye de les convaincre, qui essaye de... Typiquement ce que faisait Maurice Audin, quoi. Je veux dire, du militantisme d'intellectuel, quoi. Néanmoins, les contradictions dans l'histoire de l'évasion et puis la démonstration que cette histoire d'évasion était quand même très très mal montée, c'est quand même un historien qui l'a écrit. Le raisonnement de l'historien, peut-être qu'il est proche aussi du mathématicien. Et l'histoire de l'affaire Audin, d'Almaquet dans l'affaire Audin, je parle du livre, c'est assez ça, c'est tout à fait ça. Des faits sont ce qu'ils sont. Et David Almaquet, comme l'excellent historien qui fut dans cette période-là, a travaillé sur les faits, il a cherché à reconstituer des preuves, des traces, des faits. En tout cas, David Almaquet a bien sûr fait un travail, et c'est aussi pour ça qu'il s'entendait si bien avec Schwartz. Il a fait un travail extrêmement précis, extrêmement rigoureux. Il a fait ce qu'il pouvait avec... Non, je ne veux pas m'emparer des méthodes des historiens sérieux en disant que ce sont des méthodes de matheux, mais disons que ce sont des mêmes méthodes, la même morale, les mêmes contraintes, le même respect des faits. Oui. Je crois que ça va vraiment de pair avec l'idée, pas une idée d'ailleurs, c'est une constatation, c'est un fait que les mathématiques sont peut-être parmi les activités les plus universelles qui soient de l'espèce humaine. Au fond, on ne raisonne pas différemment, on n'impute pas différemment qu'on soit péruvien, algérien, chinois, français, norvégien. Lorsqu'on fait des mathématiques, on travaille sur la même chose. C'est peu compatible avec des régimes dictatoriaux ou avec des saloperies politiques. En fait, je crois. Ce que j'ai vécu quand j'étais étudiante, c'est dans les années 70, quelque chose qui a été aussi fondé essentiellement par Schwartz, dans lequel par exemple Michel Proulx était très actif, il était assez jeune à l'époque, qui était ce qu'on appelait comité des mathématiciens. Et historiquement, il descendait de ça, mais c'était vraiment des mathématiciens. Et il se préoccupait de cas de mathématiciens qui avaient été emprisonnés ou maltraités, ou je ne sais pas, dans différents pays. En Union soviétique, notamment avec Pilouch, qui était dans une analyse psychiatrique. Lorsqu'il a été question de créer le comité Pilouch, le comité des mathématiciens, Schwartz m'a expliqué, il m'a raconté l'histoire du comité Audin. Il m'a dit, tu comprends, à travers le cas d'un homme, on posera indirectement le problème de tous les autres. Il m'a exactement expliqué ça. Ça a marché pour Audin, on va le faire marcher pour ça. C'est lui qui avait la mémoire de ça. C'était une véritable mobilisation internationale de la communauté des mathématiques qui, dans chaque pays, selon des traditions particulières à chaque pays, a mobilisé les associations ad hoc. Quand Pilouch a tenu sa conférence de presse, quand il était en état de la tenir en février de 1976, donc la presse internationale au plus haut niveau, toutes les télés américaines étaient là, John Baez était là, assise au premier rang, elle est venue nous proposer d'aller nous chanter des chansons dans sa chambre. Enfin, c'était ce truc, c'était incroyable à l'époque. On s'est occupé ensuite, avec toujours du succès, de prisonniers politiques. En Uruguay, par exemple, José Luis Macera, qui lui était un étudiant communiste, un vieux mathématicien connu,
il y a eu pendant tout un temps cette tradition internationaliste des matheux, cette tradition de morale dans le comportement politique et social des matheux a été très, très impactée, oui, par notre succès considérable sur l'affaire Pléouche. Les démarches en justice de José Taudin furent paralysées par les lois d'amnistie votées à partir de 1962. Mais depuis 1957, elle n'a jamais cessé d'interpeller l'État pour connaître et faire reconnaître la vérité sur la disparition de son mari. C'est pas vraiment non plus parce que l'affaire Audin est devenue le symbole de la torture en Algérie. Le comité Audin avait réussi ce tour de force de faire sur ce nom concret, ce cas concret, particulièrement abominable, mais ce cas concret, le symbole de tous les disparus, de tous les torturés d'Algérie. Et donc ça demeurait en Algérie avec les noms de rues, de places, etc. Il y a un homme, malheureusement décédé aujourd'hui, qui a joué un rôle fondamental dans l'affaire. C'est encore Matheux, qui s'appelle Gérard Tronel, qui a réussi à maintenir le fil, alors en liaison avec Schwartz, en liaison avec moi quand j'ai dirigé l'Institut André Poincaré, puis ensuite en liaison avec Villani qui a pris la succession à l'Institut André Poincaré. Mais c'est Tronel qui a assuré le fil, bien entendu, avec la famille Audin et puis d'autres gens. Il y a eu tous les historiens, je ne sais pas tous les noms. C'est un très grand honneur pour moi donc, de recevoir le prix Maurice Audin, qui en plus d'être un prix en mathématiques, c'est un prix qui a une valeur historique pour moi et pour mon pays. Ce prix Maurice Audin de mathématiques décerné à une mathématicienne exerçant en Algérie et une mathématicienne exerçant en France. Et je crois qu'il joue effectivement un rôle important et que le retentissement de son attribution est extrêmement important dans la communauté mathématique et plus largement scientifique algérienne. Nous devons continuer nos actions pour que finalement soit écrite une bonne fois pour toutes la vérité sur la mort de Maurice Audin. Je comprends Joseph et sa déception sur le contenu du message du président Hollande. Bon, moi-même, je voulais vous recevoir à la suite des nombreuses démarches que vous avez engagées depuis tellement d'années. Nous avons veillé à ce que tout vous soit communiqué. Je pense aussi que nous devons dire aux Français ce qui s'est passé. Une reconnaissance officielle du fait que la thèse de l'évasion ne tient pas. Oui, c'est un grand progrès. Progrès, on peut espérer. Il est clair que pour une partie importante de la communauté, il y a un espoir d'aller vers une reconnaissance plus explicite de ce qui est perçu comme un rôle noir de la France ou de l'armée française durant cette période-là. Nous avons décidé cette initiative puisque dans ces derniers mois, un renouveau de l'exigence de la vérité sur la mort, l'assassinat de Maurice Audin s'est manifesté, grâce entre autres à deux députés, Cédric Villani et Sébastien Jumel. On restaure un peu de ce qui devait être fait. Et donc il y a la part de reconnaissance et ce que nous devons, et ce que nous continuerons à faire, reconnaissant votre combat et ce qui s'est passé, et le combat de tous ceux qui sont là. Moi, je suis très satisfaite de la déclaration qu'Emmanuel Macron a signée. Je suis aussi très satisfaite qu'il soit venu la présenter à Mme Gisèle. Après, la chose vraiment importante, c'est que quand même, il ait fait cette déclaration, et cette déclaration qui n'est pas une déclaration des bouts des lèvres. C'est pas quelque chose qui vient nulle part. Si nous, on a cru pendant des mois qu'en fait, il n'allait rien se passer, ils ont pris le temps de consulter pas mal de choses. Et ce qu'ils ont fait, c'est vraiment bien. Avec le gouvernement, avec les historiens, avec les familles, avec les militaires, en prenant le temps qu'il fallait, détermination et sans précipitation. Merci à tous. Chacun vous avez contribué à cela. Non. Ce serait le tour à moi de vous demander pardon. Donc, vous ne me dites rien. Si vous m'autorisez, j'ai été
L'indiscipline continue. Je peux remercier tous les gens qui ont travaillé, en particulier Sylvie et cette Cette reconnaissance est une victoire pour José Toudin et sa famille. Mais c'est surtout une victoire pour le peuple de Toulouse. Elle est à l'aide des mathématiciens et des historiens. Merci infiniment. Effectivement, on est plein d'émotions lorsque on revoit cette affaire Audin qui a symbolisé un combat qui est celui de Maurice Audin, de ceux qui ont lutté pour qu'un terme soit mis à ces disparitions forcées, et puis tous les disparus depuis, puisque précisément il n'est pas le seul. Et d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Je prends un peu les choses en route parce que je sors de l'avion à 3 heures et je n'étais pas là donc au début des premières manifestations qui ont été organisées par cette délégation avec évidemment les historiens algériens avec lesquels le travail doit évidemment se poursuivre. Alors, ce que je voulais juste dire, peut-être pour commencer, c'est noter un point qui est relevé par Guy Bréban, qui est un conseiller d'État français, et qui, à propos des archives, a joué un rôle très important en France, dans la mesure où il a défendu l'idée d'un droit d'accès aux archives à une époque où finalement celui-ci commençait à être égratigné, de plus en plus affecté. Et il disait ceci, il disait qu'il y avait 3 fonctions importantes, une triple fonction des archives, d'une part une fonction mémorielle, parce qu'il n'y a pas d'histoire sans archives, d'autre part une fonction administrative, parce qu'il n'y a pas d'administration sans archives, et puis, et c'est ce qui nous intéresse le plus, une fonction citoyenne, car l'exercice des droits des citoyens implique la mise à leur disposition des documents administratifs et judiciaires qui les concernent, individuellement ou collectivement. Donc il n'y a pas de république sans archives, et cette observation est en tête d'un rapport qui a été rendu il y a déjà plus d'une vingtaine d'années, 25 ans à peu près, et qui est à l'origine d'une évolution du droit français en matière donc d'accès aux archives publiques, à savoir la consécration d'un droit d'accès à ces archives publiques par une loi qui sera adoptée un petit peu plus tard. Le temps est toujours très très long dans ces matières-là, et finalement une loi en 2008 va revenir sur cet accès en raccourcissant des délais qui progressivement s'étaient imposés en la matière, que la loi à certains moments avait consacrés. Délai de communication, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un accès qui est prévu aux archives publiques, en fait, tout le monde est conscient de ce que toute vérité n'est peut-être pas immédiatement bonne à savoir, parce qu'elle peut être source de vengeance privée, source de vengeance publique, etc. Donc il y a des délais de communication qui ont été allégés, mais le principe qui a été posé, c'est que, passé certains délais, et notamment pour les archives classées secret défense nationale, celles qui touchent donc à la sûreté, celles qui touchent à la défense nationale, celles qui touchent à la politique extérieure ou intérieure d'un État, eh bien ces archives-là sont communicables au bout de 50 ans. Mais au bout de 50 ans, c'est automatique. C'est ça le principe que pose la loi. Pourtant, en 2011, et la date est importante, par une instruction interministérielle, plusieurs ministres donc, décident d'introduire une procédure administrative qui est en fait une procédure d'autorisation administrative pour ces archives qui, normalement, au bout de 50 ans, devraient être accessibles à tous. Une procédure au terme de laquelle, selon une pratique qui s'était développée, à savoir qu'on classait les archives avec un gros tampon secret défense,
il fallait d'abord procéder à leur déclassification. Déclassification, donc, qui doit être opérée après, évidemment, consultation de l'autorité administrative productrice du document qui est ainsi archivé. Alors, cette procédure administrative, elle a été reprise par un arrêté du Premier ministre. Arrêté du Premier ministre qui a été appliqué plus ou moins efficacement par certains services de manière progressive, ainsi pour les archives nationales, mais pour d'autres services, notamment le service historique de la défense, celui-ci a tardé à le faire. Et lorsqu'il a décidé de le faire, en 2020, il y a eu une espèce d'afflux, un tourbillon, un blocage, et l'on s'est donc inquiété de ce qu'il fallait faire en la matière face à ce blocage. Alors il y a eu une réaction d'un certain nombre d'historiens, d'archivistes, juristes, enfin à l'initiative de Raphaël Branche. Mais là, j'anticipe déjà un petit peu, parce que, entre-temps, eh bien, il y a cette fameuse déclaration du président de la République Macron qui dit qu'on va donc ouvrir les archives relatives aux disparus civils et militaires de la guerre d'Algérie. Donc ça allait bien au-delà du cas de Maurice Audin. Alors, cette ouverture en 2019, un an après cette déclaration, on s'en inquiète un peu et on se dit mais rien n'arrive. D'où l'initiative qui a été prise par certains. Il se trouve que moi j'y ai été associée parce que je suis membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme en France et un autre membre qui est au MRAP et au comité Audin, Jean-Pierre Raoult, a sollicité un autre professeur de droit, moi je suis moi-même professeur de droit public, un autre professeur de droit qui est un internationaliste. Donc il a sollicité 2 juristes. Et il nous a dit on devrait essayer d'organiser ça, bien sûr en liaison avec le comité Maurice Audin. Et finalement, l'initiative a pris la forme d'un colloque qui s'est tenu, pas exactement un an près, le jour de la déclaration de d'Emmanuel Macron, mais une semaine après, le 20 septembre 2019. Et c'est ainsi qu'on a fait ce colloque sur les disparus de la guerre d'Algérie du fait des forces de l'ordre françaises, ouvrage qu'on trouve sur le site internet du Centre de recherche des droits fondamentaux de Nanterre et qu'on a publié, qui se présente de la manière suivante. Peut-être en a-t-il déjà été question, donc je ne reviens pas là-dessus, vous m'arrêtez si j'ai dit des choses qui ont déjà été dites auparavant. Alors, l'intérêt de ce colloque, c'était d'être une réunion, une synergie entre les historiens, les premiers concernés, les juristes, parce que quand même le droit a des choses à dire là-dessus, et puis les archivistes qui au quotidien rencontrent toutes les difficultés personnelles, mais aussi de leurs chercheurs qui ne trouvent pas, qui n'ont pas accès aux archives qui leur permettent de prospérer dans leurs recherches. Donc, dans le cadre de ce colloque, la question s'est posée de savoir ce qui pouvait... Alors, il y a notamment, et ça je le dis parce qu'on a parlé au début, effectivement et bien sûr, du cas de Maurice Audin, et moi j'ai eu l'occasion plus particulièrement de travailler sur les amnisties. Et je dis bien les amnisties que la France a prononcées, et il y en a vraiment une particulièrement remarquable, c'est celle qui résulte de 2 décrets de 1962, le lendemain des accords d'Évian, et qui va aboutir à quelque chose qui est assez invraisemblable, dans la mesure où ce sont des amnisties en miroir. On va mettre en parallèle l'amnistie des forces du FLN, etc., qui ont concouru à la libération et à l'indépendance de l'Algérie, avec l'amnistie des forces de l'ordre françaises. Et c'est un véritable tour de passe-passe juridique. D'ailleurs, de façon très intéressante, les accords d'Évian n'ont été connus dans leur totalité que par une publication, d'ailleurs en Algérie, en 1995. Mais quand on lit le journal officiel de la République française, les accords d'Évian, ils se sont présentés dans un sens qui n'est pas le même, qui n'est pas le bon, et qui apparaît comme un sens finalement relativement favorable à la politique qui a été menée par la France. Donc ces décrets de 62, ils organisent une auto-amnistie des forces de l'ordre françaises. Et vraiment, et Pierre Vidal-Naquet l'a bien montré, démontré, c'est assez impressionnant, puisque rien dans les accords d'Évian n'imposait aux autorités françaises une telle amnistie. Alors que de l'autre côté,
pour les forces qui avaient donc libéré et assuré l'indépendance de l'Algérie, cette amnistie était inscrite au programme. Je referme la parenthèse que j'ai ouverte là, mais on voit ensuite les difficultés face à ces lois d'amnistie que rencontre Josette Audin pour obtenir que vérité soit faite autour de la disparition de son mari, à telle enseigne que, au-delà des 2 décrets 62, nous allons avoir des lois d'amnistie 64, 66, 68, puis une loi en 81. Les 3 premières lois sont des lois pénales qui vont conduire finalement à amnistier complètement pénalement les personnes jusqu'aux plus hautes autorités des forces de l'ordre françaises, de l'armée française. Et puis, alors à chaque fois avec des procédures de vote bloquées, etc., pour permettre à la procédure d'aboutir à son terme. Et puis, de l'autre côté, quand même, 1981, eh bien, les choses ne sont pas formidables non plus, puisque c'est sur le plan disciplinaire cette fois que l'on va redorer et redonner tout leur galon et possibilité de bénéficier de retraites plus favorables à ces militaires de l'armée française. Je m'arrête là, sur ce point-là. À l'occasion de ce colloque, la question juridique s'est posée de savoir ce qu'on pouvait faire, ce qui pouvait être fait. Et puis, ensuite, et très vite, les historiens, et notamment Raphaël Branche, a voulu développer cette initiative, et nous nous sommes donc réunis pendant près de 2 ans et demi, 3 ans, pour essayer de mener ce qu'on a appelé dans ce livre la bataille des archives, qui est une bataille à la fois historique, et c'est Gilles Manson qui l'a décrit, une bataille juridique, et puis une bataille archivistique, mais dont l'intitulé est traduit par une archiviste, Caroline Piketty, sous le nom « Le silence des archives ». Alors, en un mot, pour pas non plus être trop longue, la bataille va consister à dire que cet arrêté du Premier ministre de 2011 est illégal parce qu'il est directement contraire à la loi de 2008 qui prévoit qu'au bout de 50 ans, les archives secret défense sont communicables de plein droit. Ça, c'est l'argument principal. Il y a aussi des problèmes de compétences parce que normalement, les lois d'amnistie ce type de dispositions relève, et notamment l'amnistie, du législateur. Et là, on a donné donc compétence à des autorités gouvernementales, le Premier ministre. Alors, cet arrêté du Premier ministre, on le conteste dans un recours en annulation devant le Conseil d'État. On ne peut pas l'annuler directement parce que stabilité juridique, sécurité juridique oblige. Quand un acte de cette importance a été passé, on ne peut pas le contester indéfiniment. Il y a 2 mois pour l'attaquer, évidemment les 2 mois sont passés, on les a plus de 10 ans. Donc on va demander au Premier ministre d'abroger cet arrêté, il refuse, et on attaque son refus. On attaque son refus en précisément, j'ai évidemment pas la date sous les yeux alors que je m'étais fait un petit pense-bête, on l'attaque en septembre, peu importe, septembre, 29 septembre 2020, et on enjoint le Conseil d'État, on demande au Conseil d'État d'enjoindre l'abrogation donc de cet arrêté. Et puis parallèlement à cela, évidemment, le gouvernement s'étant ressaisi, avait pris un arrêté un petit peu plus tard, c'était plusieurs ministres cette fois-ci, un arrêté interministériel en janvier 2021, va former un recours, contre un second arrêté en janvier 2021, parce que cet arrêté reprenait le premier arrêté pris édicté 10 ans plus tôt, en le renforçant encore et en limitant encore l'accès aux archives. Les 2 recours vont tarder à être traités par le Conseil d'État. On va attendre plusieurs mois, mais il statue en juillet 2021 et à la grande satisfaction du collectif Accès aux archives, il nous donne satisfaction. Il estime que le premier arrêté est illégal, il annule le refus du Premier ministre, il lui enjoint de l'abroger, et par conséquence, le second arrêté qui était censé remplacer le premier
est également, il décide qu'il y a non-lieu à statuer. Alors c'est très important parce que à cette occasion-là, le Conseil d'État ne le dit pas, mais on a dans le système français un rapporteur public, comme ex-ancien commissaire dit du gouvernement, l'expression est maladroite, qui s'est expliqué sur quelque chose que nous n'osions pas dire directement, à savoir que quand même cette date de 2011, elle était un peu bizarre. Or la loi, cette date de 2011, va nous dire le rapporteur public devant le Conseil d'État, il explique qu'il y a eu un subterfuge de l'administration, puisqu'en fait, eh bien, nous arrivions pile poil 50 ans, année 61, année 62, après, au moment donc de l'ouverture automatique des archives de la guerre d'Algérie. Alors, on a gagné dans un premier temps, c'était donc très important, et puis symboliquement très important. Le problème, c'est que le gouvernement a adopté un texte de loi contre lequel donc le collectif s'est battu. Des parlementaires, on a mentionné notamment leur nom, Pierre Ouzoulias en particulier, ont essayé de limiter les effets. La méthode était effarante puisque c'est dans un projet de loi qui était finalement un projet de loi sur le terrorisme et le renseignement. Donc on ne voit pas ce qu'une disposition sur l'accès aux archives vient faire dans une loi pareille. Et puis finalement, et en dépit des efforts qui ont été faits, on a évidemment le législateur, c'est absolument interdit par la Constitution, ne pouvait pas revenir sur la procédure administrative qui avait été annulée par le Conseil d'État. Donc le principe est celui de la communication de ces archives secret défense, mais assorti, il n'est pas dans un principe de communicabilité des archives, et pour certaines archives, le principe demeure, non pas d'une autorisation administrative, on n'emploie pas le mot, mais en vérité, on revient à peu près, pour certaines archives particulières, à un contrôle des autorités administratives qui ont émis les documents qui ensuite ont été classifiés. Alors, il y a 4 séries d'exceptions qui sont prévues par 4 cas qui sont visés, et je m'arrêterai après cela. D'abord, les documents qui concernent les sites sensibles, pénitentiaires, nucléaires, hydrauliques notamment. Deuxième cas, les matériels de guerre, tous les documents qui concernent leur confection, etc. Troisième cas, très important, les techniques de renseignement. Et puis, les moyens de dissuasion nucléaire. Donc, dans ces cas-là, eh bien, il reste aux autorités qui ont décidé de la classification d'apprécier si elles sont ces documents qui portent donc sur ces matériaux, ces installations, etc., sont toujours opérationnels, sont toujours en usage. Donc c'est une semi-victoire, puisque ce qui a été gagné devant le Conseil d'État, finalement, conduit quand même à la protection des archives de renseignement en particulier, puisque là, les archivistes ne pourront, au regard de leur classification, dans l'un de ces 4 cas-là, ne pourront en autoriser la communication, ne pourront pas en utiliser la communication, mais la loi ayant été déférée au Conseil constitutionnel, celui-ci a posé une limite, c'est que les usagers doivent, quand ils demandent un document rentrant dans un de ces 4 cas-là, être informés du moment donc auquel l'ouverture sera envisageable. Et il ne pourra pas y avoir un délai de plus de 100 ans. Voilà, je crois que je suis allée. Bon, peut-être un peu vite à l'essentiel. C'est technique, c'est juridique. Je suis désolée. Mais voilà. Pour intéressant, mais vous programmez la première. Ça, c'est le temps pour apprécier, pour comprendre. Donc voilà, nous arrivons à la fin. Il y a pour clôturer un peu. Je vais vous présenter le professeur Khayat Mustafa, qui est très connu, qui a travaillé beaucoup de mouvements sportifs. Donc il a écrit un ouvrage
fort très intéressant, malheureusement je ne l'ai pas encore lu, hein. J'aurai peut-être l'occasion de le lire, c'est sur les enfants avec disparus. Si vous voulez dire un mot, bien, je crois que le débat d'aujourd'hui, les présentations d'aujourd'hui ont été extrêmement intéressantes. C'est vrai que moi je ne suis pas historien, je suis un profane, mais je m'intéresse un peu à l'histoire et je trouve que les thèmes qui ont été présentés sont remarquables. Je tiens donc à remercier les organisateurs, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et la Direction générale de la recherche, puis la direction des CRASC, bien sûr. Certains aspects uniquement. C'est vrai qu'il y a deux aspects, l'aspect juridique et peut-être l'aspect informationnel, mémoriel. L'aspect juridique, c'est que ce que vous dites très intéressant. Mais pour le problème des essais nucléaires, on nous a sorti une loi de 2008 non accès. Ça pose un problème, d'autant plus que on ne peut pas faire bénéficier de la loi Morin les Algériens qui ont été touchés, qui ont été irradiés. Parce que, étant donné qu'ils ne peuvent pas accéder donc aux archives, ils ne peuvent pas justifier qu'ils ont été sur place, puisqu'on leur a enlevé tous les documents et on les payait en cash lorsqu'ils travaillaient donc, dans la région de Legan ainsi que dans la région d'Inaker. Ça, c'est un gros problème. Pour ce qui est maintenant du point qui nous intéresse ici, c'est-à-dire les enfumades, les grottes, le gazage, etc., je crois que les enfumades, ce qui est intéressant, je crois que M. Raffaï a suggéré cela, c'est de travailler ensemble, entre historiens algériens et historiens français, mais avec l'intervention également du ministère des Enseignements algériens, parce que c'est extrêmement important, il faut mettre en place des commissions multidisciplinaires pour faire cette recherche-là. Parce que pour les enfumades, par exemple, c'est vrai que ça a été repris un peu en 54, mais on n'a pas beaucoup de documentation sur le sujet. Mais ce qui a été fait durant le 19e siècle, elles ont été très nombreuses. Souvent, on nous sort sur le plan de littérature que l'enfumade de Pélissier du 19 juin 1845. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que Bugeaud a donné, je l'ai rappelé ce matin, une instruction précise. Si ces gredins se retirent dans leur caverne, enfumez-les comme des renards. Et donc l'instruction était claire. Et il se trouve que sur les 15 officiers supérieurs qui étaient présents, j'ai retrouvé 8 qui ont fait chacun sa propre enfumade, dont la Mauricière dans la région de Tlemcen et dans la région de Kabylie et la région de Laka. Et c'est documenté. Donc ça veut dire qu'il y a eu certainement d'autres enfumades qu'il faut rechercher, identifier. Ce qui est intéressant surtout avec le travail de M. Raffaï, c'est vrai que j'en ai parlé, j'en ai même cité une quarantaine de grottes qui ont été gazées, mais l'avantage de M. Raffaï, c'est qu'il a travaillé avec des témoins et avec une certaine documentation locale, ce qui est très intéressant. Je pense que dans l'avenir, on pourra avoir plus d'informations. Je saisis cette occasion pour uniquement ouvrir une petite parenthèse. Il y avait un document qui était sur la PNF sur le gazage de la droite en 1852 avec le gaz qui a été utilisé, mais ce document a disparu. Donc maintenant on ne sait pas le retrouver sur la BNF. Donc même la BNF fait son autocensure apparemment. Donc il appartient bien sûr aux historiens de voir ça de plus près.